Nous nous trouvons dans le deuxième temps de l'exposition, le temps des responsabilités réciproques. Dans ce temps, nous nous posons la question de pourquoi les peuples autochtones prennent autant de soins pour protéger leur environnement. La raison en est que, pour les peuples autochtones, les humains ne sont absolument pas supérieurs ou séparables des autres entités, des autres êtres qui ne sont pas humains, qu'ils soient d'ailleurs animés ou inanimés, vivants ou non. Les peuples autochtones considèrent que les êtres humains sont en interdépendance, c'est-à-dire qu'ils dépendent des autres êtres et que les autres êtres dépendent aussi des êtres humains. Et dans de nombreux récits de création, mythes ou légendes, on retrouve cette notion que les peuples autochtones sont en accord, passent des accords, des négociations avec d'autres peuples qui ne sont parfois pas humains. Nous avons par exemple dans cette exposition plusieurs récits, notamment un récit qui vient des Tsimshian, le peuple Tsimshian d'Alaska, qui nous parle de la relation très particulière qu'entretiennent les humains avec le peuple des Saumons. Le conte traditionnel du garçon qui avait été enlevé par le saumon a été réécrit par un poète Tsimshian qui s'appelle Gavin Hudson et qui s'appelle ici « Le prince qui avait été enlevé par le saumon ». Dans cette histoire, un jeune garçon avait un comportement totalement inacceptable vis-à-vis du saumon. Il gaspillait sa chair, il jetait les restes après avoir mangé. Si bien qu'un jour, un saumon est venu le voir et lui a demandé de prendre soin du peuple saumon et de comprendre les conséquences de ses actes. Pour lui faire comprendre cela, il a décidé de l'emmener avec lui dans le monde des saumons, pour qu'il passe 5 années à étudier la manière dont les peuples saumons vivent. Le prince a appris les enseignements des saumons et peut les transmettre au reste des humains. Le conte a donc été réécrit selon 4 perspectives différentes, voulues par Gavin Hudson. Il a tenu à ce que cette histoire du prince et du saumon soit racontée selon 4 points de vue différents. Celui du prince, bien sûr, mais aussi celui du saumon, et celui de 2 autres personnages, la rivière et le cèdre. Un artiste sculpteur Tsimshian, David Robert Boxley, a donc créé des masques pour représenter chacun de ces personnages. Vous pourrez regarder que la rivière a des œufs de saumon qui sont dessinés sur le bas de son visage. Ça montre que la rivière fait une promesse au saumon. Elle promet de s'occuper des œufs du saumon. Lorsque les saumons remontent la rivière où ils sont nés, ils déposent les œufs au cœur de la rivière, puis décèdent. Vous verrez sur le masque du prince des écailles grises de saumon qui montrent que le prince était dans le corps du saumon quand il a été retrouvé par son père. Son père, pour pouvoir le sortir du ventre du saumon, a ouvert le ventre du saumon et le prince est ressorti. Et donc son passage est exprimé par ces taches grises que vous verrez sur le visage du prince. Le cèdre fait aussi 2 promesses. Il promet aux saumons de s'occuper de leurs œufs, puisque les œufs de saumon sont déposés dans les racines du cèdre. Mais le cèdre promet aussi à la rivière de s'occuper d'elle, puisqu'avec son feuillage, il va faire en sorte que l'humidité se développe, créer des nuages qui vont se remplir de pluie, et lorsque la pluie se déverse dans la rivière, ils aident à grossir la rivière. Le dernier personnage est le saumon. Les Tsimshian ont acquis une grande expertise dans l'observation des saumons, et ils savent que les saumons âgés ont un nez crochu qui tombe. Et c'est ce qu'on voit sur ce masque également. Le sculpteur David Boxley a tenu à fabriquer des masques pour que les personnes puissent voir comment les Tsimshian utilisent ce type de masque encore aujourd'hui dans leurs cérémonies de danse. Donc c'est pour ça que nous invitons nos visiteurs à se pencher dans les masques, à observer l'histoire et à écouter l'histoire depuis la perspective du masque représenté. L'installation qui se trouve derrière moi s'appelle un masque à transformation ou masque de la métamorphose du saumon. Il a été conçu par l'artiste sculpteur Tsimshian, David Robert Boxley. Ce masque a 2 faces. Une face extérieure qui représente le saumon et une face intérieure qui représente un visage humain. Les Tsimshian nous disent que lorsque les saumons vivent au fond des océans, ils sont exactement comme nous. Ils ont une apparence d'humains. Lorsqu'ils ressortent de l'océan,
ils apparaissent comme des saumons. C'est pour ça que vous pouvez voir sur le masque derrière moi, le masque de la métamorphose du saumon, avec un visage humain qui montre bien que les saumons ont aussi une apparence humaine. La chanson que vous entendez s'appelle « Nous formons tous un seul cœur ». Elle nous rappelle que les humains et les non-humains sont en interdépendance constante les uns avec les autres. Nous avons besoin des uns des autres. Nous devons respecter les promesses qui ont été passées entre les humains et les non-humains. Et ces notions de récits mythiques que nous retrouvons dans l'exposition s'articulent aujourd'hui de manière tout à fait contemporaine dans des nouvelles formes de droits qu'on appelle les droits de la nature. Et dans ces formes de droits tout à fait nouvelles, nous reconnaissons qu'une rivière ou du riz sauvage peuvent avoir des droits et ont des droits. Et c'est exactement ce qu'on met en avant dans l'exposition, qu'à partir du moment où les humains rentrent en négociation ou passent des accords avec les non-humains, il y a un équilibre qui s'installe et l'équilibre est extrêmement fragile. Et c'est ce que nous montrons dans cette exposition, le temps des responsabilités réciproques. Un cas très spécifique de droit de la nature est le droit de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande. Cette rivière a acquis ce qu'on appelle un statut juridique, de personnalité juridique. Donc au même titre qu'une personne, qu'un individu ou qu'un peuple ou qu'une communauté, la rivière a des droits. Si la rivière se retrouve souillée, polluée, une communauté maori a l'autorité de faire une demande pour que les droits de la rivière soient reconnus et soient présentés devant un tribunal. Et donc c'est ce qui se passe spécifiquement pour cette rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande.